L'inclusion est aujourd'hui une des questions incontournables quand on parle d'école, que ce soit dans le canton de Vaud avec le concept 360 ou ailleurs, plus largement dans le monde éducatif. Alors nous devons également en tenir compte dans l'enseignement en extérieur et nous allons réfléchir aujourd'hui à comment est-ce que l'éducation en extérieur ou l'enseignement en extérieur peuvent donner une contribution à l'inclusion. Et nous allons aussi voir comment nos activités peuvent comporter un certain nombre de biais auxquels il faut être très attentif parce que par ces biais, on peut avoir une nouvelle exclusion ou disons des conditions de différenciation entre les élèves qui vont de nouveau s'installer et il faut vraiment être très attentif. Puisque le cadre normatif de la classe, les murs, les chaises, les tables, le bureau, le tableau et tout ça disparaît en extérieur, eh bien ce qui en classe génère des différences fortes entre les élèves et peut-être de la stigmatisation ou de l'exclusion, en tout cas des difficultés, eh bien, en extérieur, c'est d'autres éléments qui vont jouer ce rôle. On aura peut-être moins de problèmes liés à la dyslexie et peut-être on aura d'autres types de problèmes qui vont se poser. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 chapitres. Nous allons voir un certain nombre de facteurs qui contribuent à créer des différences fortes entre les élèves et qui, in fine, peuvent porter à des situations d'exclusion ou de stigmatisation. Et puis pour chacun de ces facteurs, nous allons voir un certain nombre de pistes pour les réduire. Nous travaillerons ensuite, je vous présenterai ensuite des exemples d'activités qui ont été menées dans le cadre d'un projet qui était vraiment centré sur la question de l'inclusion et de l'enseignement en extérieur. Et puis nous terminerons par une réflexion un petit peu plus globale. Alors nous allons maintenant énumérer ces différents facteurs. Donc la pratique de l'éducation en extérieur nous a amené à faire des observations de situations et nous avons construit comme ça, nous avons trouvé un certain nombre de points qui sont vraiment des points sensibles parce que ce sont des points que l'on questionne assez peu ou de manière peut-être un petit peu superficielle. C'est un petit peu des angles morts dans notre pratique et dans ces angles morts, il se joue des rapports importants entre les élèves. Donc on va les parcourir et puis on va aussi essayer de trouver des pistes pour y remédier. On ne va pas travailler sur des besoins plus spécifiques qui seraient liés à la pédagogie spécialisée. Je pense à toutes les questions de dyslexie, dyscalculie ou troubles de l'attention ou autisme. Ces éléments-là, une formation spécifique aura lieu là-dessus en printemps 2023. Donc, on ne va pas entrer là-dedans. Alors, le premier facteur important qui crée la différence, il est évident, c'est le corps. Dehors, le corps, les corps sont absolument essentiels. C'est une éducation qui se passe dans le mouvement, c'est une éducation qui se passe dans l'interaction. Nous mettons des processus, nous créons des dispositifs, des activités où le corps joue un rôle fondamental, que ce soit dans le déplacement, que ce soit dans le ressenti. On ressent le chaud, le froid, toutes les perceptions. Donc, dehors, les corps sont vraiment essentiels. Mais il y a évidemment autant de corps que d'élèves et d'enseignants, on pourrait dire aussi. Et chacun des élèves va ressentir donc ce rapport à l'environnement, ce rapport au terrain, va le ressentir différemment à travers ce filtre, on pourrait dire, qu'est son corps. Le problème, ou disons la difficulté,
c'est que tant que l'élève n'a pas établi un lien affectif entre son corps et l'environnement, on pourrait dire tant qu'il n'a pas mis son corps en accord avec l'environnement, eh bien, les apprentissages vont être très difficiles. Donc, on doit commencer par le corps plutôt que de commencer par les concepts ou voilà. On est dehors, eh bien, c'est notre porte d'entrée. Maintenant, ça nous pose une série de questions parce que, eh bien, dans la gestion du mouvement, dans la gestion du climat, de la pluie, du chaud, du froid, du vent, du soleil, dans la gestion de l'alimentation et dans la gestion de l'hygiène aussi, eh bien, tous les élèves ont une manière assez différente de gérer leur corps, ont des conditions corporelles qui sont assez différentes et puis des conditions éducatives aussi par rapport à leur corps qui sont assez différentes. On peut donner un exemple, on a fait il y a quelque temps 2 jours de ski de fond avec des adolescents. Eh bien, tant que l'équilibre sur les skis n'était pas réglé, tant que la gestion de la chaleur, on avait trop froid, on avait trop chaud, au bout d'un moment, les habits on ne sait pas trop comment se dépatouiller avec ça. Le pique-nique, la boisson. En fait, tant que toutes ces conditions de base n'étaient pas plus ou moins stabilisées, eh bien, les élèves, une bonne partie des élèves, n'ont pas pu observer tout simplement l'environnement. Donc, ils n'ont pas pu se mettre en contact, observer, apprendre de l'environnement parce qu'ils devaient déjà gérer leur corps. Et ces élèves-là, évidemment, eux, dans ces situations, ils vont préférer être dedans parce que être dedans, eh bien, ça ne pose pas tous ces problèmes-là. Ça en pose d'autres, certainement, mais en tous les cas, ça ne pose pas ces problèmes-là. Alors, que faire? On ne peut pas supprimer le corps, tant mieux. Donc, que faire? On a 2 pistes essentiellement à travailler. D'une part, c'est commencer par la conscientisation du corps, c'est-à-dire que l'on réfléchisse avec les élèves, quel que soit leur âge, avant de sortir ou au tout début de la sortie, à ce que l'on va demander de faire à notre corps. Donc, il y a vraiment un travail de conscientisation. Alors, ça peut être de l'entraînement, tout simplement en amont d'une sortie, mais si ce n'est pas une activité sportive, ça peut être une exploration d'abord par les sens. On va toucher des choses, on va sentir, c'est froid, c'est chaud. On va regarder notre équipement aussi, comment est-ce qu'il est fait, on va discuter, comment le régler. En fait, on va mettre en place collectivement une réflexion qui fait qu'ensuite les différences entre les élèves vont ne vont pas disparaître, mais vont être évidemment moindres puisqu'on aura mis des mots sur ces différences qui vont être créées par les corps. Et puis, au-delà des mots, on aura donné des pistes pour régler ça et on aura donné une légitimité presque pédagogique, on pourrait dire, aux difficultés que peuvent avoir les élèves avec leur corps. On leur dit, c'est normal, il faut apprendre les choses sur l'environnement, mais il faut aussi apprendre à être soi-même dans l'environnement. Ça fait partie du processus, ça n'est pas un implicite et si tu n'y arrives pas, tu es nul. Donc voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on va arriver à faire que le corps, petit à petit, apprivoise l'environnement. Et puis, en amont, deuxième piste, c'est intégrer beaucoup plus toutes ces questions corporelles à la préparation de nos activités en extérieur. Donc, il ne s'agit pas juste de donner la liste du matériel aux élèves, mais de réfléchir ensemble, d'en faire vraiment une situation d'enseignement
quels habits est-ce qu'on doit mettre, on regarde la météo, enfin tous ces éléments-là. On regarde le terrain, est-ce qu'on va être fatigué, est-ce qu'on va transpirer ou pas, où est-ce qu'on pourra aller faire pipi, parce qu'évidemment ça c'est un autre problème avec les élèves, et puis s'il pleut, comment est-ce qu'on va manger, enfin bref, ces éléments-là, de les travailler en amont. De cette manière-là aussi, on désamorce toute une série de différences. Les élèves peuvent parler de leurs craintes, de ne pas savoir faire, et donc on est là à ce moment dans une démarche inclusive. Alors, deuxième facteur important de différenciation et parfois même d'exclusion, c'est évidemment la question du genre. Alors il y a un rapport genré à l'espace, ça c'est une évidence, c'est documenté par la recherche, il n'y a aucun mystère là-dessus. On le voit dans les cours d'école, à tel point que certaines villes ont décidé de mettre en place un programme pour un peu dégenrer la récré et l'espace de la cour, parfois en interdisant le foot et puis en favorisant d'autres activités. Eh bien, à la forêt, c'est pareil. Voilà. Il n'y a pas, en fait, objectivement de raison de penser que si on est à la forêt, eh bien, le rapport genré à l'espace va changer alors qu'on est potentiellement 500 ou 800 mètres plus loin de l'école. Il n'y a pas vraiment de raison. La forêt ne va pas agir magiquement pour rétablir une espèce d'égalité des genres dans l'usage de l'espace. Donc ces usages différents, eh bien, on les constate avec des garçons qui prennent beaucoup de place, avec des jeux extrêmement dynamiques la plupart du temps, des jeux compétitifs, et puis prennent aussi une place sonore assez importante. Et voilà, de nombreuses études de cas nous montrent comment les garçons occupent un espace très, très large, et puis les filles restent plutôt proches du canapé forestier, proches de la maîtresse. Donc voilà. Une étude danoise assez récente nous dit aussi que l'enseignement en extérieur profite plus aux garçons. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Premièrement, il y aurait comme un type d'attitude qui est plus valorisé chez les garçons, ce qu'on peut qualifier comme une attitude d'explorateur, qui va fouiller un petit peu partout, sans trop de règles, disons, mais vraiment pour aller débroussailler un petit peu le terrain, au sens propre comme au sens figuré. Deuxième élément, c'est le statut de l'erreur, c'est-à-dire que puisqu'on est dans des processus plutôt basés sur l'expérience, sur l'apprentissage par essai-erreur, eh bien, il y a une plus grande tolérance chez les enseignants pour l'erreur chez le garçon que chez les filles. Les jeunes, les enfants, ont conscientisé ou de manière inconsciente ont intériorisé cette différence. Donc, cela donne que les garçons ont de meilleures prédispositions, ou en tout cas ressentent moins de blocage ou se ressentent comme plus compétents en fait dans ces activités très exploratoires, actives, essais-erreurs, un petit peu parfois même compétitives. À cela s'ajoutent des stéréotypes culturels liés au corps, liés aux habits, liés à des attitudes. Quand des garçons courent avec des bâtons en criant, on dit qu'ils jouent aux Indiens, et les filles ne s'autorisent peut-être pas à faire ce genre de choses. Alors, on ne justifie pas, mais c'est des situations qui sont constatées. Alors tout ça contribue à faire que les moments passés en extérieur, eh bien, ils profitent un petit peu plus aux garçons. Ça n'est pas une vérité systématique partout et tout le temps, mais disons que c'est une tendance assez lourde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour éviter que les filles soient exclues, en partie tout du moins, et qu'on soit dans une démarche vraiment inclusive? Alors d'abord, c'est être conscient de cette situation. Je crois que ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, c'est de varier les activités. Donc on peut
avoir des activités qui mettent en valeur différentes aptitudes, différentes attitudes et qu'elles soient valorisées de la même manière, voire qu'on inverse un petit peu les échelles de valeur et puis peut-être que l'on valorise un peu plus certaines activités plus réflexives ou voilà, plus discursives que simplement des activités uniquement dynamiques ou exploratoires. Ça, c'est vraiment dans chaque classe à réfléchir, à voir les dynamiques, analyser avec ce regard autour de la question du genre, et puis réguler en fonction de ce qu'on observe. Donc, je donne juste des pistes, je ne dis pas que c'est des vérités toutes cuites. Hein. Et puis évidemment, dans les espaces extérieurs, eh bien, plus libres, c'est aussi les structurer pour empêcher qu'il y ait une occupation inégale de l'espace, tant au niveau de la dynamique, que du bruit, que des matériaux qui vont être utilisés. Donc là, eh bien, c'est aussi à nous de réguler ces moments de jeu libre. Alors, je sais qu'on n'aime pas réguler ces moments de jeu libre parce qu'ils sont libres, justement, mais donner un cadre dans lequel ce jeu peut justement se dérouler de manière inclusive, eh bien, c'est certainement plus utile et intéressant. Voilà pour deux pistes pour penser cette question du genre en extérieur. Alors le facteur suivant est d'ordre un petit peu plus sociologique, donc il s'agit de la classe, mais pas de la classe au sens de la classe d'école, mais vraiment de la classe sociale. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se jouent autour de l'inclusion, de l'exclusion, de la justice sociale en extérieur. Alors, la première chose que l'on peut constater, c'est que tout le monde ne donne pas la même valeur à la nature, à être dehors, à passer du temps dehors, à jouer dehors. L'environnement et la nature sont évidemment des objets culturels qui portent des valeurs. Or, dans nos programmes, dans ce que nous faisons en extérieur, on cherche souvent à susciter une adhésion à ces valeurs sans qu'elles soient réellement discutées, sans qu'elles soient réellement présentées. Il y a comme un implicite en fait autour de ces valeurs où on pourrait dire comme un consensus non dit autour du fait que jouer à la forêt, eh bien, c'est mieux que jouer à la PlayStation ou de jouer au foot, tout simplement. Alors, voilà, c'est une question à laquelle il faut réfléchir, faire preuve un petit peu de regard critique. Parce que considérer que jouer à la forêt, c'est mieux que de jouer au foot ou de jouer à la PlayStation, eh bien, c'est la vision d'une classe sociale assez spécifique finalement, et ça n'est pas la vision de tout le monde dans la société. Je me souviens en particulier d'une situation avec un élève qui a absolument détesté un séjour en nature, à la montagne, où on faisait plein de choses qui, dans mon idée à moi, étaient extrêmement positives et qui, pour lui, étaient extrêmement négatives. Et il se réjouissait de retourner chez lui et puis de passer du temps dans le garage de son frère à travailler au tuning de son scoot et de sa voiture, enfin de la voiture de son frère. Et disons, cette dissension sur les valeurs, eh bien, comme c'était un adolescent, il me l'a fait savoir. Les petits ne vous le disent pas, hein, mais ils le ressentent quand même. Donc, en agissant de cette manière, disons en imposant quelque part nos valeurs sans les discuter, ou en tous les cas sans penser qu'elles ne sont pas légitimes en soi, mais qu'il s'agit bien justement de les légitimer, eh bien, nous excluons
de fait une partie des élèves. Donc il ne faut pas oublier que l'éducation à la durabilité, c'est évidemment un projet phare du département, mais c'est aussi un projet politique par un secteur assez spécifique de la société et pas par l'ensemble de la société. Alors que faire? On ne peut évidemment pas tomber dans une espèce de relativisme qui dirait que tout est égal et puis que finalement le tuning et les courses de tracteurs ont une même valeur sociale par rapport, disons, à des actions écologiques. On ne peut pas tomber dans ce relativisme car d'une part, notre plan d'étude nous dit qu'il y a un certain nombre de valeurs, les valeurs humanistes, les valeurs liées au développement durable, qu'il s'agit de privilégier. Mais néanmoins, si on veut être dans une démarche inclusive et pas faire du prosélytisme, eh bien, il s'agit d'accepter la diversité des imaginaires sociaux. Et puis, deuxième point, il s'agit aussi de distinguer explicitement les types d'enseignement et d'éducation en extérieur que l'on va faire et les objectifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on va sortir avec notre classe dans une démarche cognitive, c'est-à-dire qu'on va travailler les maths dehors ou on va simplement explorer le cycle de l'eau autour d'une rivière près de l'école, ou est-ce qu'on va être dans une démarche où on va questionner un peu notre rapport à l'environnement et le rapport des acteurs à l'environnement. Si on dit aux élèves, on est explicite sur notre objectif, eh bien on permet à ces imaginaires sociaux différents de s'exprimer et puis de dialoguer. Donc ça signifie qu'il faut avoir une posture enseignante assez ouverte. Et puis il faut trouver les mots, parce que discuter de ces abstractions avec des adolescents, ça va. Avec des élèves plus petits, eh bien il faut aussi pouvoir le faire sans parler de valeurs, d'éthique ou de morale. Mais enfin, il faut arriver à trouver les mots pour ça, et je crois qu'on peut le faire. On fait de la philosophie avec des élèves tout petits en classe de primaire, donc nous devons arriver aussi à faire ça. Nous pourrons d'ailleurs peut-être en discuter. Et puis, quatrième point, peut-être quatrième piste, par rapport à cet obstacle, disons ce biais des valeurs sociales qui ne sont pas partagées, eh bien, c'est peut-être de travailler plus à faire ressentir l'environnement et travailler plus à faire comprendre l'environnement qu'à chercher de faire adhérer à des concepts finalement relativement abstraits. On peut aussi, dans le même prolongement, travailler dans une optique transformative, mais il ne s'agit pas de transformer les élèves, évidemment, mais par une gymnastique de l'attention, par des activités qui travaillent sur le regard des élèves, et bien essayer justement de transformer leur regard et pas de transformer les élèves. Une autre anecdote qui parle de ça, on a travaillé avec des enfants d'une zone rurale et puis j'avais vraiment les deux élèves assez différents, un fils d'agriculteur de 9 ans, alors absolument passionné de tracteurs, vraiment les plus gros tracteurs avec les plus gros moteurs. Enfin, c'était vraiment ça qui le passionnait, et puis les treilleuses, en fait, toutes les machines en lien avec le travail de son père, et puis, disons, les questions autour de l'environnement et puis de la préservation des espèces le touchaient finalement assez peu. Et de l'autre côté, il y avait un autre garçon qui était le fils de la biologiste du parc naturel. Et donc, il y avait une optique un tout petit peu différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans
une activité où il s'agissait d'observer, de ressentir, et donc de se coucher par terre et de regarder la canopée comme ça, les arbres depuis le bas, eh bien, ce jeune enfant, le fils d'agriculteur, a été absolument ébahi par ce qu'il a vu, parce qu'il n'avait jamais regardé en fait l'environnement qui pourtant est son environnement quotidien. Il ne l'avait jamais regardé avec ce point de vue-là. Et donc c'est par ces regards en fait divers qu'on arrive à être dans une démarche plus inclusive. Pour vraiment compléter ces propositions, pour inclure l'ensemble des élèves et de leur culture, de là où ils viennent, eh bien, c'est de diversifier les lieux de travail. Et il y a un lieu qui est vraiment formidable pour ça, eh bien, c'est le potager. Parce que dans le potager, on peut avoir accès dans les jardins familiaux, les jardins populaires, on peut avoir accès à toutes sortes de personnes qui ne sont ni agronomes, qui ne sont ni jardiniers professionnels ou paysagistes, mais qui ont une connaissance vernaculaire, une connaissance de l'expérience qui est extrêmement riche et qu'ils peuvent partager avec les élèves, et cette connaissance est vraiment valorisée. Donc, c'est vraiment en multipliant toutes ces approches que l'on va pouvoir intégrer l'ensemble des élèves à nos projets et puis petit à petit à travailler leur regard sur l'environnement. Alors un autre point qui crée des frottements, c'est la question de la forme scolaire. Voilà, dehors, les murs disparaissent, le tableau disparaît, on l'a déjà dit. Et puis souvent aussi le bureau de la direction disparaît ou en tous les cas s'éloigne. Et donc la question se pose, peut-on sortir uniquement avec les bons élèves, avec la classe qui ne nous posera aucun problème? Ça c'est le premier point. Donc on pourrait le dire comme ça, le problème du contrat pédagogique qui est modifié en extérieur, est-ce qu'il ne nous pousse pas à choisir les classes avec lesquelles on sort et donc potentiellement, là aussi, à créer de l'exclusion, à créer de la différence entre celles et ceux qui peuvent faire ce type de sortie, puis celles et ceux qui ne peuvent pas. Premier point. Et puis, deuxième point, avec les classes avec qui on a choisi de sortir, eh bien, généralement, comme on ne va pas faire des fiches en extérieur, qu'on essaye plutôt de travailler dans l'enquête, dans l'exploration, enfin dans des processus qui sont généralement assez ouverts et qui exigent des élèves une prise de décision, une autonomie, eh bien ces élèves vont, eh bien les élèves qui vont avoir de la facilité avec ces processus sont justement les bons élèves. Donc on en revient à se dire, est-ce que l'éducation en extérieur et l'enseignement extérieur sont réservés aux bonnes classes? Alors c'est vraiment un problème épineux parce qu'évidemment on a envie de répondre non, mais en même temps, par expérience, on sait que eh bien, parfois on se met un peu trop en danger. Si on sort avec des classes vraiment très très difficiles, on est loin, la situation dérape. On l'a vécu, je l'ai vécu il y a 2 ans avec déjà des classes de 5e. Il n'y a pas besoin d'avoir des 11e et des adolescents pour ça. Donc la question, elle est vraiment importante et il s'agit de trouver des solutions pour que voilà, l'outdoor ne soit pas vraiment réservé à l'élite des bons élèves. Alors que faire? Il y a vraiment un aspect fondamental autour de l'explicitation du contrat, des objectifs
de ce qui est attendu des élèves. On dit souvent aux élèves que dehors, les règles de l'école, de l'établissement, sont toujours valables. C'est même dit explicitement dans la décision 164 et dans la loi sur l'enseignement obligatoire. Mais néanmoins, quand on est dehors, on n'applique pas les mêmes règles et on l'observe, beaucoup d'études de cas le montrent, on n'applique pas tout à fait les mêmes règles qu'à l'intérieur. Le niveau sonore est différent, on accepte beaucoup plus de choses. Et donc on crée de cette manière-là une espèce de zone grise. Et c'est bien naturel que cette zone grise se crée, mais il y a les élèves qui arrivent à gérer cette zone grise et puis il y a les élèves qui ne comprennent pas quand la zone grise devient noire, quand la zone grise devient blanche, et c'est ce flottement qui va, susciter des dissensions, voilà, le fait que les élèves vont peut-être passer des limites. Alors il est vraiment fondamental, avant la sortie, d'expliciter ce contrat, comment est-ce que ça doit se passer, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on attend des élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous. Donc c'est un travail qui nous semble parfois inutile, mais on ne mesure jamais à quel point la gestion de l'implicite est un facteur d'exclusion, de différenciation, parce qu'évidemment, il y a les élèves qui ne comprennent pas tout à fait l'implicite et ils vont se faire gronder, ils vont se faire punir et donc construire, disons, un rapport pas très positif à l'éducation en extérieur. En classe, on a moins ce problème car le contrat, ils sont tout le temps dedans et à force qu'on leur répète à chaque période, eh bien, ils le connaissent. Il y a une sortie, il y a une sonnerie, il y a des tables, on ne peut pas parler avec le voisin de derrière, de devant, enfin bref. Tout ça est extrêmement codé et donc on n'a pas besoin non plus de réexpliquer le contrat à chaque période. Enfin, on n'enseignerait plus à ce niveau-là. Mais en extérieur, eh bien, cette explicitation est nécessaire. Ensuite, deuxième piste, pour inclure dans nos programmes aussi les classes un petit peu plus difficiles ou les élèves un petit peu plus difficiles ou problématiques, eh bien, c'est de travailler en projet pour que la sortie soit pour eux, mais soit aussi de eux. C'est-à-dire que le moment en extérieur vienne d'une démarche qui est aussi réalisée par les élèves. On a aussi une troisième piste, alors qui est un petit peu plus embêtante, on aime moins la mettre en place parce que quand on est dehors, eh bien, on aime bien laisser les choses se produire, laisser un petit peu plus aller, mais on insiste quand même sur le balisage et ces moments d'institutionnalisation où on revient pour guider les élèves dans ces processus plus libres. Et je dis bien guider, réguler, donc on n'est pas dans une posture d'enseignant, on est vraiment dans une posture d'accompagnement et de régulation de processus, mais plus les élèves sont scolairement en difficulté et plus à l'extérieur, en tout cas dans un premier temps, on va devoir aussi baliser nos activités. L'extérieur ne va pas compenser comme ça miraculeusement et faire que tous ces élèves deviennent tout d'un coup autonomes et comprennent comment gérer des processus, un processus d'enquête dehors ou un processus créatif, tout ça. Donc voilà, il est quand même nécessaire de bien baliser. Et si on met ça, eh bien, on va pouvoir, en partie en tout cas, inclure, être vraiment dans une démarche inclusive avec ces élèves-là. Alors, avant-dernier point, c'est autour de l'effort. L'effort aujourd'hui est un facteur discriminant absolument incroyable.
Il y a des élèves qui sont prêts, déjà tout jeunes, à grimper 4 fois le Mont Blanc à cloche-pied, et puis d'autres élèves pour qui juste descendre du bus et marcher vers la forêt est déjà un effort surhumain. Et comme partout dans la société, eh bien, les écarts se creusent entre ces deux catégories d'élèves. Donc là-dessus, on peut essayer de naviguer un peu dans la tension entre chercher les limites, donc amener quand même les élèves à un effort physique raisonnable, tout en essayant d'éviter d'être dans quelque chose trop en lien avec la performance. On peut essayer de régler le curseur, ça c'est chacun avec sa classe qui va essayer de régler ça. Mais surtout, ce qui est vraiment fondamental, c'est de donner un sens à l'effort, parce que aujourd'hui, je donne un exemple comme ça, mais aller sur un sommet, voilà, marcher, monter sur un sommet, redescendre, ça ne légitime pas un effort chez la plupart des élèves. Ils vous questionnent, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on monte pour redescendre juste après? On dit généralement, oui, mais enfin, c'est bien de faire le sommet. Et puis l'élève, il ne voit pas pourquoi c'est bien, finalement. On peut dire, il y a le panorama, voilà, ils diront, ok, mais 400 mètres plus bas, on peut peut-être déjà voir le panorama. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver tout en haut? Donc on est dans une négociation absolument infinie, et on est dans une négociation infinie parce que l'objectif que l'on propose ne fait pas sens pour les élèves, et donc ils ne voient pas pourquoi ils devraient fournir un effort aussi grand. Alors cette démarche-là, elle est très présente dans l'adolescence, dans la préadolescence, mais enfin on la constate quand même déjà aussi à partir de la 6e. Voilà, on a des collègues qui nous rapportent déjà que faire le tour de la forêt, voilà, mais bien, pour certains élèves, ça n'est pas un effort physique insurmontable, mais c'est presque un effort quelque part de volonté, hein, c'est vraiment un problème de volonté. Donc, donner du sens, essayer de trouver des nouveaux sens, parce que, disons, la mentalité club alpin, hein, qui on va en haut, on peut cocher notre sommet, eh bien, je crois que malheureusement, elle n'est plus très présente dans nos classes. Alors le dernier point, je passerai très brièvement là-dessus, parce que c'est sur la question du handicap et puis lié à la mobilité. Vraiment les chaises roulantes, donc les personnes à mobilité réduite. Nous avons un certain nombre d'associations qui peuvent aider. Là-dessus, on en discutera, disons, voilà, je ne vais pas faire une liste des supports, mais là, il y a, disons, des supports externes. Je relève quand même une expérience assez sympathique. Un collègue a organisé, disons, un parcours à obstacles assez compliqué en lisière de forêt, pour une classe qui était complètement orthonormée. C'est-à-dire que personne n'avait de béquilles, personne n'avait de chaise roulante, personne n'avait de difficulté à se mouvoir. Mais il a utilisé ce travail-là dans une réflexion préventive, on pourrait dire ça, parce qu'après avoir fait ce parcours et constaté vraiment la difficulté à se mouvoir, les élèves devaient s'attacher un pied, une jambe, enfin voilà, ils avaient un certain nombre de difficultés qui étaient données. Eh bien, il a amené cette réflexion, quand bien même il n'y avait pas de personne dans sa classe qui était concernée par cette situation. Et voilà, j'ai trouvé suffisamment original pour le relever. Donc, pour que l'enseignement en extérieur contribue à l'inclusion, eh bien, on doit construire du commun. On doit être vraiment dans cette dynamique-là. Alors, on a vu les facteurs qui créent la différence, qui font peser la différence, qui parfois même portent à l'exclusion. On va voir maintenant, en synthèse, une série de concepts qui amènent à l'inclusion. Alors, le premier concept eh bien, consiste à utiliser l'espace comme point d'appui. On a parlé par exemple du potager, et voilà, on choisit donc des espaces qui nous permettent
de construire nos processus d'intégration, ou en tout cas qui sont des leviers pour l'intégration. Ensuite, il y a vraiment cette idée de réguler, donc de toujours recalibrer les processus en fonction de la diversité des élèves et vraiment d'être dans l'explicitation de ce que nous voulons, des objectifs, des valeurs, de ce qui est attendu et de travailler vraiment fortement ce balisage et cette institutionnalisation. Donc on est moins dans l'enseignement, mais on est vraiment dans réguler les processus et les donner à comprendre et pas seulement évidemment à apprendre. Le troisième point, c'est la pédagogie du projet. C'est un point fondamental qui est indissociable presque de l'enseignement en extérieur dans une perspective un peu plus avancée, parce qu'il est nécessaire que chaque élève trouve sa place et soit acteur aussi de ce que l'on peut faire à l'extérieur. Ensuite, un élément peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est avoir des moments en individuel, en extérieur. En extérieur, on part presque du principe que tout se fait en collectif, ou en tout cas en groupe. Or, d'avoir des moments réguliers où les élèves sont mis dans des situations d'observation, de travail en individuel, eh bien, ça permet de favoriser la réflexivité individuelle, puis de la mettre en discussion avec des options plus collectives. Ça permet de construire du dialogue, de construire du commun, et puis ça permet aussi à la créativité, aux différentes sensibilités de s'exprimer. Si nous voulons être dans une dimension inclusive, il ne faut évidemment pas exclure l'individu et puis être uniquement dans des dimensions collectives ou de groupe plutôt que collectives. Ensuite, évidemment, intégrer les acteurs, comme on l'a dit, pour changer, pour varier, pour mettre en discussion les points de vue et puis pour enrichir évidemment les élèves de ces différents points de vue. Et enfin, point fondamental, donc visibiliser et discuter les valeurs et chercher plus, on va dire, la curiosité et la compréhension que l'adhésion. Voilà ces points qui sont, selon nous, qui synthétisent, selon nous, des points de force, des leviers pour travailler dans une démarche inclusive au niveau de l'enseignement en extérieur. Alors, un exemple d'activité en situation, eh bien, c'est un programme qui s'appelait changer d'attitude et qui consistait à amener un groupe d'adolescents à la montagne pendant un certain temps, donc une classe qui était complètement dysfonctionnelle, avec des niveaux de violence verbale et physique extrêmement élevés, avec, disons, un partage de valeurs pas très en lien avec l'environnement, avec la citoyenneté, enfin voilà, des valeurs liées plutôt à la consommation, à des démarches assez violentes finalement. Et donc on est monté avec cette classe pour faire toute une série d'activités pour reconstruire petit à petit du commun, pour intégrer, pour inclure toute une série d'élèves qui étaient en souffrance dans cette classe. Donc c'était l'objectif de ce projet, puis évidemment aussi de travailler sur des thématiques en lien avec l'environnement. Alors voilà, ça c'est nos clients
Ici, voilà, j'ai l'occasion de vous faire des dessins sur le type d'attitude qu'on a au début du programme. Alors, ce que nous avons mis en place, eh bien, d'abord, c'est vraiment un gros travail sur le ressenti, sur le sensible, la créativité, la réflexivité, avec des activités pour valoriser tous les élèves déjà qui n'étaient pas dans des attitudes comme on a pu voir sur la petite vidéo précédente. Et donc, c'est vraiment de faire ressortir ce que l'on ressent et le partager. La maquette qui est à droite, une maquette assez créative de ce plan de montagne avec des étiquettes qui parlaient des émotions, du ressenti qu'on avait eu à différents points quand on a fait une marche avec eux. Donc, entrer par cette dimension-là et puis aussi réfléchir à ce qu'on ressent, ce qu'on vit avec le corps. Deuxième point dans ce projet, c'est la pédagogie du projet pour que tout le monde puisse trouver là aussi sa place et puis que toutes les compétences soient vraiment valorisées. Alors, certains étaient très doués pour des activités plus sportives et bien d'autres ont décidé de prendre en main la cuisine et ont vraiment investi très fortement et c'était des élèves plutôt exclus des activités, d'un certain type d'activités qui ont pu là vraiment construire leur place, mettre en valeur leurs compétences, même si l'omelette a pris un petit coup de chaud, mais enfin, elle était excellente. Donc voilà, varier les activités et passer vraiment par le projet. Donc les élèves, avant de partir, avaient déjà aussi réfléchi à ces questions autour de l'alimentation. Au niveau de l'effort et du sens, eh bien, plutôt que de faire une semaine avec des sacs à dos à marcher sans trop de sens, eh bien, on a travaillé avec les forestiers, donc avec les bûcherons, à la mise en état de sentiers qui étaient autour du lieu là où on était. Et donc, les élèves là ont pu construire quelque chose de tout à fait concret et d'utile. Et donc, l'effort était quelque part légitimé et il ne s'agissait pas juste de monter et de redescendre. Donc voilà, on a construit du sens et puis en plus on avait des outils à utiliser, donc voilà, ça a passé un petit peu. Il y a eu aussi un gros travail pour dégenrer les tâches et l'espace. Et oui, les filles peuvent utiliser des scies électriques, la hache et même des tronçonneuses pour travailler avec le garde forestier, couper des arbres pour la construction de canapés forestiers. Donc voilà, là aussi, comment construire l'inclusion dans un milieu, celui des forestiers, qui est quand même, il faut le dire, à 99,9% masculin. Eh bien, voilà ce que ça a donné et ça a été vraiment une démarche extrêmement intéressante pour tout le monde. Et puis, on a travaillé vraiment autour aussi de démarches individuelles. Donc, voilà, là, un élève qui a construit un cairn, celui de gauche, vraiment travaille sur l'équilibre, travaille sur l'identité avec tout un travail en photographie sur soi et l'environnement et se mettre l'environnement dans un cadre, se mettre dans un cadre, en fait, voilà, réfléchir à ces dimensions plus individuelles et autour du lien personnel avec l'environnement. Et donc, en travaillant ces activités que je passe un petit peu rapidement, eh bien, on est arrivé au final à trouver de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs comme l'appartenance et puis une autre valeur très très importante
qui a été relevé par les élèves, eh bien, c'est la confiance. Et quelle plus belle valeur que la confiance pour parler d'inclusion. Et à la fin, pour inaugurer donc le canapé forestier, les élèves se sont sentis suffisamment en confiance pour nous présenter une danse du canapé forestier, une danse des esprits de la forêt, sans craindre le regard des autres. Voilà. Alors, il faut imaginer cette équipe d'élèves extrêmement urbains se, se transformer en arbres dansants. Donc, je crois qu'à la fin de la semaine, on est arrivé à un résultat assez intéressant en travaillant tous ces points autour de l'inclusion. Alors, en conclusion, que dire? Eh bien, on pourrait terminer ainsi en disant qu'en regardant nos racines, lorsqu'on est debout et on regarde nos pieds, en regardant nos racines, on voit beaucoup de différences. On vient tous d'endroits différents et c'est assez manifeste. Et puis, en scrutant les troncs, eh bien, on voit aussi beaucoup de différences. Nous avons tous des troncs très différents, certains bien lisses, bien droits, d'autres avec des blessures, d'autres avec des branches cassées, des branches manquantes, des troncs tout maigres, des troncs très gros, donc on voit vraiment beaucoup de différences. Mais si on se couche et puis on regarde cette partie bleue, on regarde le ciel et vraiment on prête notre attention d'abord au ciel, à cette condition commune, car nous sommes tous dessous, quel que soit notre tronc, quelles que soient nos racines, eh bien, nous sommes tous dessous, c'est notre condition commune, eh bien, les différences se ressentent un petit peu moins. Alors oui, on sent peut-être une racine dans le dos quand on est couché par terre et on regarde le ciel, mais on ne sait plus vraiment de quel arbre vient cette racine. Et puis, vu comme ça, les troncs, franchement, ils ont tous l'air à peu près les mêmes. Donc, en changeant notre regard, en changeant la direction de notre regard, eh bien, on peut construire, grâce à l'enseignement en extérieur, un regard inclusif. Il faut donc partir avec l'idée du commun pour faire des différences un écosystème, et de cette manière-là, nous allons pouvoir construire un enseignement inclusif également avec l'outdoor. Voilà pour cette présentation et nous reviendrons sur ces points et sur les questions lors du séminaire.